Bonjour à tous. Il y a ça le comble. Il y a même des gens debout. Alors je me présente, je suis Patrice Fricard, je travaille à la Société Générale, donc dans les services de banque d'investissement. Il y a un logo qui rappelle qu'on est quand même Société Générale. Je suis architecte technique, donc ne sortez pas tout de suite. Il y aura, je vous cache pas, des carrés, des flèches, mais pas que. En fait, on est là pour partager avec vous en fait une histoire qu'on a commencé une transformation digitale comme toute autre banque et des transformations de systèmes d'information. Et donc, on s'est trouvé dans des situations de migrer des applications existantes, qu'on peut appeler legacy, vers des architectures plus modernes. Donc, le talk va parler des patterns qu'on a utilisés pour faire cette transition. Tout d'abord, toute ressemblance avec des projets réels serait que pure coïncidence. Dans le sens où, en fait, le premier jour, on vous est arrivé avec des besoins. Bon développeur en soi, on respecte un certain nombre de layering, on sépare la visualisation, la business logic, la data, c'est très bien. Deuxième jour, on arrive avec un autre besoin, on respecte toujours cette pattern, on est encore frais. Là, ça commence à s'aggraver, c'est le détroit où on commence à se dire, bon, bah, finalement, si je mettais un peu de logique dans mon interface, ça serait pas plus mal, voilà. Alors le D4, bon, bah, si on y va, allons-y, faisons l'interface avec la base de données, coupons à travers les features. Et donc, à la fin, on a créé un monolithe qui est sympa à chasser derrière. Donc, difficile à tester, difficile à améliorer, difficile à fabriquer. Donc ce que je vais partager avec vous, c'est comment on a chassé ce monstre en soi. Première chose, c'est, on va dire, de connaître son ennemi. Donc, premièrement, bien analyser, définir vos contextes, etc. Dans ce talk-là, je ne vais pas vous parler de DDD, de event storming, d'organisation, de préparer vos équipes, de tout ça. Il y a un ensemble de talks qu'on pourrait procéder. Je vais vraiment faire un focus sur la partie d'application de la stratégie via les patterns. Les patterns. Alors, en fait, il y a les patterns cloud qui sont sortis. Alors là, ici, vous avez toutes les patterns cloud de Microsoft. Donc, nous allons voir les 32 patterns en 15 minutes. Peut-être pas, en fait. Alors, on va juste se focuser sur celles qu'on a gardées, qui sont la première, la partie Strangler. C'est vraiment un élément clé, c'est qu'on va détailler, qui consiste à étouffer le legacy. La deuxième partie, c'est l'anti-corruption layer, qui va s'associer au Strangler. Donc, c'est celui que j'aborde juste après. On va avoir la partie gateway routing, qui nous permet de prendre sur un interface et de pouvoir le diriger vers le nouveau service ou le legacy. On pourra faire ça de façon incrémentale. On va avoir la gateway d'agrégation, qui, elle, va pouvoir agréger le legacy et des nouveaux services pour fournir les informations soit à de la UI, soit des applications downstream. Un petit focus sur le sidecar si j'ai assez de temps. Et je ne vous parlerai pas du command query parce que vous avez une présentation en fin de matinée d'une autre personne qui a travaillé avec nous sur le framework Axon. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est assez intéressante. Première étape. Alors, le Strangler. Le Strangler, ça correspond sur trois bonnes pratiques en soi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de creuser, de continuer d'alimenter votre legacy. Tout ce qui est nouveau, on a arrêté, on ne le met plus dedans. Ça, c'était la première option qu'on a fait. Deuxième pratique qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment forcé la séparation de la partie interface pour garder la partie business logic. Donc, ça consiste à encapsuler votre legacy. Et une fois que votre legacy est encapsulé, vous pouvez mettre des interfaces de type single page application, soit via de l'AngularJS, soit via... c'est le choix qu'on a fait, c'est de faire toute la UI en Angular. Et après, on a été sur la partie extract module. Donc la Strangler pattern, c'est une pattern qui a été référencée par Martin Fowler, qui a été nommée par Martin Fowler. Vous retrouverez cette pattern dans le lien qui est côté pattern cloud, les cloud design patterns de Microsoft.
où il y a plus de détails dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, je fais de façon incrémentale une sortie de mes modules, de mon application, petit à petit. Ça, c'est bien sur la théorie. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est ce qu'on a rencontré. C'est que finalement, il fallait prendre le legacy, qui était en fait une application. On en a fait plusieurs. Il y en a une, entre autres, qui était du JSF, donc du MVC, qui permettait de. Donc on a dû mettre une anti-corruption layer autour pour pouvoir le faire. Donc la pattern d'anti-corruption, elle va vous servir de communiquer entre vos nouveaux services et les anciens, et de travailler avec aussi les downstream applications. Il ne faut pas oublier dans la logique d'une application, dans beaucoup de présentations, on parle beaucoup de la partie UI, tout application, mais en fait, votre application s'inscrit souvent dans un écosystème complet. Donc vous avez des applications en downstream, il faut le prendre en compte dans vos décisions. Donc les 3 questions qu'on se pose systématiquement maintenant, c'est est-ce qu'on a des modules autonomes dans l'application? Si on a un module autonome, on va pouvoir le prendre, refactorer le code, le crypter dans un service relativement simplement. Si le data model que vous avez dans votre application est fonctionnellement consistant, c'est-à-dire qu'il a un ensemble de tables, un ensemble d'objets qui est cohérent, et ça, c'est plutôt bien. Mais si ça ne l'est pas, vous allez devoir alimenter vos nouveaux services et votre legacy avec les mêmes données. Donc on va se retrouver dans un cas de duplication, et c'est le cas le plus complexe à gérer. Et c'est normalement un cas qu'on a rencontré fréquemment. On a été obligé de dupliquer notre information. Ça peut sembler une hérésie, ça peut sembler complexe, mais je vais juste détailler un peu ce point-là après. Et après, si vous avez, vous avez une consistance, le data model est plutôt propre, vous avez bien isolé vos features comme sur la partie basse des couches, en fait, on peut avoir 2 approches. Une par synchronisation, une par synchronisation par réplication, et une par synchronisation par agrégation. Je vais préciser la première. La première consiste à se dire, on a la UI, on passe par une gateway qui route vers notre nouvel service, et en fait, on fait une agrégation qu'à la sortie vers les downstream. D'accord ? On n'a pas besoin de synchroniser les données, et en fait, on fait juste une synchronisation au moment où on envoie. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que on n'a pas de duplication de données, on est plutôt dans une bonne position, et on peut dupliquer. Là, on voit apparaître la pattern de gateway routing et la partie gateway agrégation, qui sont les 2 patterns qu'on retrouve dans les patterns cloud design de François. La deuxième scénario où on parlait de synchronisation par réplication, là en fait ça correspond à un chaînage. C'est-à-dire qu'on envoie vers le service et le service va envoyer vers le legacy qui va pouvoir alimenter le downstream. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent une application n'a pas besoin d'alimenter une seule système en dessous, mais des fois 2, 3, 4, 5. Donc si vous devez modifier tous les flux en même temps, ça peut être complexe. Le plus compliqué, donc en fait, c'était de se dire j'écris des 2 côtés. Donc ça, c'est le cas, et c'est le cas qu'on fait le plus souvent, finalement. Donc on est obligé d'avoir une gateway qui va agréger et router en premier lieu entre les nouveaux services et le legacy. Alors il faut voir que ce qui n'est pas représenté dans le schéma, c'est que le legacy a été encapsulé via une anti-corruption layer, d'accord ? Donc il nous donne des points d'accès en mode service, en mode plus moderne, que en devant écrire dans la base, etc. Il faut bien comprendre, avoir ça en tête. Et ça, on va le restituer après en sortie, au niveau avec une agrégation, pour le prendre. Autre pattern que j'ai évoqué, c'est le sidecar. Donc, en fait, quand vous faites une double écriture, on a besoin de garantir une certaine consistance. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un process qui écoute pendant X temps le nouveau service et l'ancien. C'est-à-dire qu'on fournit toujours à l'utilisateur ce qui est fourni par le legacy. En même temps, on fait la même requête au nouveau. Et durant cette phase-là, on enregistre tout. Et pendant toute cette phase d'enregistrement, on va faire un test de consistance pour s'assurer que ce qui vient du legacy et ce qui est nouveau est cohérent et maintenu. Et c'est un process qu'on a mis à côté de notre process de gateway. Alors, soit vous pouvez le mettre
dans le même host en partageant l'interface process. Nous, on a étendu le sidecar avec un bus de messaging. C'est-à-dire qu'en fait, la gateway publie systématiquement les deux réponses qu'elle a eues, du legacy et du nouveau, le publie sur un bus d'événements, et on a un process complètement asynchrone qui va vérifier ses contrôles, qui nous donne nos indicateurs pour savoir si tout se passe bien, est-ce que ce qu'on a développé correspond bien au comportement qu'on avait précédemment. Donc c'est une pattern qui est très intéressante là-dessus. Le sidecar est aussi très utilisé sur le logging, sur ce type de mécanisme qu'on va avoir autour de notre process pour le sécuriser. Donc ça, c'est assez puissant. Si vous aviez 3 choses à retenir, le strangler, c'est la clé. D'accord, c'est la clé d'entrée. Après, vous ouvrez une porte qui est assez large. Il y a 3 questions qu'il faut se poser pour savoir quelle est la bonne stratégie à appliquer quand je veux migrer, quand je veux faire ma transition. Il faut bien voir qu'on ne fait pas des transitions one-shot, où on est parti sur des projets, dans des cadres de projets agiles, itératifs, etc. Donc, en fait, on cherche vraiment l'incrémental. Je livrerai de la valeur rapidement en soi. Donc, il faut trouver toujours le meilleur scénario de migration. Et en fait, ne pas modifier le legacy. Alors là, c'était notre challenge, ça peut être aussi le vôtre. Faut voir que des fois, le legacy, quand vous avez un niveau, une application qui est existante, qui n'a pas de test, qui n'a pas d'environnement, de complexité, il y a un moment, il faut accepter de ne pas vouloir rentrer dedans, de ne pas vouloir le refactorer et de refaire à côté. Ce n'est pas une décision facile. Il y a des développeurs qui ont travaillé des années sur l'application d'avant. Se dire, je le laisse. Voilà, il y a un petit deuil à faire. Mais c'est des fois plus sain. La complexité technique qu'on peut avoir sur un double feeding, en fait, est des fois moins chère que de devoir toucher le legacy. En termes de coût, chez nous, c'était moins cher de faire un double feeding, même techniquement plus compliqué, mais c'était une solution relativement simple. Avec ça, donc on est en cours de transformation. On a attaqué un certain nombre d'applications et de transformations. On a plutôt des bons retours pour l'instant. C'est vrai que toutes ces transformations-là, ça implique beaucoup de pratiques, d'organisation, de nouveaux éléments en termes d'agilité. Et les patterns sont là aussi pour vous aider. Donc j'ai réussi à passer mes quelques schémas et flèches discrètement, d'accord, de façon subliminale. Et je pense que le timing est au bout. Donc si je vous propose, c'est quelques questions si on a le temps. Bonjour. Ma question, c'était de savoir si vous aviez réussi à adapter ça à des systèmes de type mainframe, par exemple. Alors, sur le périmètre où je suis, j'étais pas sur du mainframe. On n'a pas de mainframe. Sur la partie banque d'investissement, on en a un peu dans certaines, mais pas dans ce cadre-là. Donc, j'ai pas de retour d'expérience sur la partie mainframe. Même si certains mainframes commencent à apporter des API, même on a des vendeurs qui le proposent. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment en fait, quand vous arrivez dans des cas où vous avez besoin de faire la duplication, comment est-ce que vous gérez cette duplication? Comment est-ce que vous vous assurez que la donnée des deux côtés soit cohérente? Alors c'est problématique qui est ce qu'on essaye d'éviter absolument, c'est vraiment la transaction distribuée. Et c'est finalement là où on peut tomber. Donc en fait, on fait du two-step. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un premier check de validation. Est-ce que ce format-là, est-ce que tu vas me l'accepter? Donc c'est des tests fonctionnels qui permettent de faire une first step de validate. Avant de faire c'est un two-phase commit finalement, mais sans écriture. Et on fait une deuxième step d'écriture. Et sur la partie écriture en soi, s'il y a vraiment un problème technique, on n'a pas mis encore de mécanisme de compensation, mais c'est une autre pattern qui est listée, qui existe, qui consiste à prévoir de faire des événements inverses sur votre architecture pour revenir en arrière. Mais on a 2 phases, un validate et une écriture. D'autres questions?
Oui, bonjour. Je voudrais savoir, pour la cible, en fait, pour vos nouveaux services, vous êtes resté sur la même architecture que les anciens services? C'est-à-dire, bon, là, je sais pas, je viens d'arriver, c'est-à-dire vous étiez sur des J2E, vous êtes resté aussi sur des J2E, Non. sur de la VM, ou vous êtes parti sur une approche PaaS ou une approche de containerisation? Derrière, en fait, on a tiré... donc, on est sur les stacks Spring Cloud. Donc, on est sur du Spring Boot, donc avec toutes les stacks Netflix associés. En termes d'hébergement et de hosting, on est intégré maintenant dans des plateformes de type Container as a Service, donc Docker-based. C'est-à-dire qu'on maintenant déploie nos services en forme Docker. Notre legacy est encore sur des VM classiques en soi. Mais maintenant, on est sur des conteneurs. Il faut bien voir que la transformation, la distribution, et un des messages clés qu'on peut garder par rapport à ça, c'est que la complexité que vous avez dans l'application, en fait, c'était une complexité pour le métier, pour faire évoluer. Quand vous faites une distribution en service, la complexité ne disparaît pas. Elle revient dans les équipes IT, et vous devez gérer effectivement la multitude de déploiements, améliorer vos chaînes de build, vos chaînes de release et votre organisation. Donc oui, on a changé les stacks technologiques et l'infrastructure associée. Bonjour. En fait, je me demande pourquoi c'est considéré comme des cloud patterns. Est-ce qu'on ne peut pas les appliquer? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait la liaison entre les deux. C'est-à-dire que c'est... j'ai coupé la question. Deuxième question, c'est par rapport au test de perf, par rapport au two-phase commit, une architecture distribuée, des microservices. Comment vous calculez les temps de transaction? Et est-ce que c'est possible d'automatiser déjà ce genre de test? Alors, sur les cloud patterns en soi, ce sont des patterns qui sont complètement transposables, effectivement, à l'intérieur de l'application. En fait, c'est des patterns que poussent les fournisseurs de cloud, comme Microsoft, Amazon, autres, parce que ça correspond à un certain nombre des 12 facteurs qui permettent de séparer et de bien composer votre application et de bénéficier à fond, de ne pas avoir de contexte, de pouvoir séparer les éléments et de vraiment renforcer tout ce qui est scalabilité horizontale, c'est-à-dire être capable de rajouter des machines, des process pour pouvoir exécuter. Donc en fait, ils les portent via les clouds, mais c'est applicable et très relié à la partie microservices. Sur la partie testing, en fait, tous nos services qu'on fait, alors on est full, nous, tout ce qui approche TDD, BDD, Craft, on est à fond dedans. D'accord ? Donc déjà, de base, on a un test coverage qui est très poussé. Et on a du BDD en permanence. Donc on a des tests fonctionnels et techniques qui passent en permanence sur chaque service de façon unitaire. Donc on fait du mock de service. Donc il y a du rest assured, il y a différents frameworks qui existent pour pouvoir faire vos tests sans avoir besoin de monter la galaxie des services que vous avez autour. C'est-à-dire qu'on mock les services. On est en train de tester la partie consumer contract, d'accord, et de dire moi, consommateur, je te déclare que j'utilise telle donnée dans ton service. Et quand vous testez, vous ne cassez pas le contrat de votre consommateur. Ça reste pas des tests de perf, en fait. Non, ça c'est sur la partie testing. Et sur la partie test de perf, donc on fait un peu de Gatling sur les services de façon unitaire. Après, sur la globalité, effectivement, on n'a pas ces tests-là pour l'instant. On a des tests end-to-end UI avec l'ensemble des services, mais on n'a pas les tests de perf à échelle. Dans le contexte, on est sur des applications internes à usage, on va dire, c'est à peu près 1000 utilisateurs, 1500 utilisateurs. Donc pour l'instant, on n'a pas encore des problèmes de performance. Et en plus, de par l'architecture qu'on a appliquée sur les services, entre les CQRS, etc., on arrive à scaler et à modifier les comportements quand nécessaire. Mais on n'a pas de test de perf chaîne. D'accord. Et par rapport à la confidentialité des données, en fait, vous avez des API sur le cloud et vous travaillez dans un contexte... Non, en fait, on est tout on-premise. D'accord. On est tout on-premise. Tout ce qui est Docker, etc., c'est allégé. Parce qu'on est sur des données confidentielles dans certains cas, voire des données, ce qu'on appelle insider, qui sont des données initiées. Voilà, merci à tous et bonne journée.